Bienvenue sur Intensément, saison 1, épisode 1. Je suis Raph, et pour ce premier épisode du podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels surdoués, zèbres, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne, je vous propose un entretien avec Stéphanie Aubertin, son titre « Si c'est sexy, c'est pas scienti ». Il n'y avait pas de meilleur moment pour sortir un podcast sur les hauts potentiels intellectuels. La série HPI sur TF1 a en effet propulsé le terme au devant de la scène, pour le meilleur ou pour le pire. La dénomination HPI surpassera-t-elle en capital sympathie le terme zèbre, créé par la très médiatique psychologue Jeanne Siofachin ? D'ailleurs, ce concept de zèbre, en généralisant sur l'hypersensibilité, la souffrance et l'atypisme des surdoués, attire à lui un large public n'ayant pour une bonne part pas vraiment de rapport avec le haut potentiel. Risque-t-on de voir le même phénomène d'auto-identification avec la série HPI ? L'avenir nous le dira. En attendant, les médias grand public rivalisent d'émissions, d'articles ou vidéos plus ou moins justes sur les HPI, avec des interviews de spécialistes ou supposés tels, plus ou moins médiatiques aussi. Cela peut mener au pire. On peut par exemple voir Raymonde Hazan, la psychanalyste de la Starac, adulée par les uns, qualifiée de charlatan par les autres. On peut donc la voir, l'inventrice du populaire mais très controversé concept de haut potentiel émotionnel, diagnostiquer Cyril Hanouna dans son émission En direct au feeling. On peut aussi plus sérieusement remarquer sur ces mêmes médias que tous les spécialistes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il m'apparaissait donc tout naturel de proposer à Stéphanie Aubertin, la débunkeuse des nouvelles idées reçues sur les HPI, d'être l'invité number one de ce podcast. Pour découvrir la genèse et la démarche de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode pilote si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vais tout de même vous en faire un petit résumé. Previously sur Intensément. En découvrant, après une évaluation neuropsychologique, que j'étais haut potentiel intellectuel, je suis tombé des nues et j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment des choses, et me rapprocher de groupes de personnes qui pouvaient avoir le même mode de fonctionnement que moi. Je suis donc allé sur les réseaux sociaux, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris un monde, que dis-je, une jungle remplie d'animaux féroces prêts à s'entre-déchirer sur des polémiques et des controverses dont je ne soupçonnais même pas l'existence quelques jours auparavant. Bon, j'exagère un peu, mais presque. Sur ce, la quête de la compréhension de mon cerveau a tourné en plongeon sociologique dans ce qui me rappelait fortement l'hyperpolarisation de notre société covidesque. Dans ce contexte, Stéphanie Aubertin est une très bonne représentante de l'aile scientifique et critique de ces débats passionnés et fascinants. Psychologue et neuropsychologue spécialisée dans l'intelligence, avec son site surdoué.fr et sa chaîne YouTube Stéphanie Aubertin, la débunkeuse des nouvelles idées reçues sur les hauts potentiels intellectuels décortique consciencieusement les théories les plus séduisantes ou déprimantes. Le podcast Méta de Choc, primé meilleur podcast de l'année 2021, lui consacre 4 épisodes dans une série désormais incontournable intitulée « Contes et légendes de l'intelligence ». Stéphanie Aubertin fait aussi des lives sur Facebook et est aussi psychologue référente sur le groupe Facebook HP Résilient en quête d'acceptation de soi, qui compte plus de 9000 membres et sur lequel elle intervient assez régulièrement. Si vous n'avez pas écouté l'épisode pilote et que vous n'êtes pas initié au milieu de la haut potentielosphère, vous allez découvrir certains termes, notions ou noms qui ne vous seront pas familiers. Je vous encourage à faire vos recherches par vous-même, en gardant l'esprit ouvert et critique bien entendu. Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Tout de suite donc l'entretien avec Stéphanie Aubertin. Si c'est sexy, c'est pas scienti. Première partie. Bonne écoute. Stéphanie, bonjour. Salut Raph. Merci d'avoir accepté d'être la première invitée de ce podcast. Alors, pour commencer, peux-tu te présenter ? Donc, je suis Stéphanie Aubertin, je suis psychologue depuis une bonne dizaine d'années en fait. C'était déjà une réorientation, donc je me psy sur le tard. Et au départ, je faisais
J'étais spécialisée en neuropsychologie pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, des AVC ou des choses comme ça, en tout cas pour tout ce qui concerne la neuropsychologie. Petit à petit, donc j'ai reçu de plus en plus de personnes qui venaient pour le haut potentiel intellectuel, les surdoués, tout ça. Et progressivement, ces personnes-là, de bouche à oreille, sont venues me voir de plus en plus. Jusqu'à représenter une très 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 grosse majorité des gens qui viennent me consulter, même si je suis capable de faire autre chose. Donc voilà, je suis psychologue spécialisée donc un peu plus on va dire dans l'intelligence au niveau des thématiques, l'intelligence et puis aussi les émotions, parce que c'est un carrefour entre tout ça. Tu te considères comme une spécialiste, on va dire une experte de l'intelligence. De l'intelligence, des capacités cognitives. Ça, c'est l'aspect neuropsy, en fait, dans lequel j'ai été formée, et puis tout ce que j'ai continué à faire depuis, en fait. Les capacités cognitives, comment elles peuvent impacter, en tout cas, la gestion des émotions, plus la régulation, justement, des émotions. Soit la réactivité émotionnelle, ou alors comment on peut réguler. Donc, c'est une interface entre tout ça. Et est-ce que c'est un sujet de travail récurrent ou chez les psys ou chez les neuropsys, la relation entre l'intelligence et les émotions? Pas forcément. Moi, je sais que mon fort, quand je fais des thérapies, parce que j'ai fait depuis que j'ai été diplômée, j'ai fait plusieurs formations pour faire des thérapies, en fait. Et je me forme même dans les bouquins, même dans plein de choses, en fait. Et l'aspect neuropsy me donne, je pense, un truc en plus par rapport à des thérapeutes, à des psychologues qui ont fait juste de la clinique, et qui n'ont pas l'aspect comment le profil cognitif impacte sur la capacité à réguler les émotions. Par exemple, dans le TDAH, qui est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il est question, peut-être dans les prochaines versions du DSM, de rajouter quelque chose en lien avec la réactivité et les difficultés de régulation des émotions. Pourquoi ? Parce qu'au niveau cérébral, il y a ce qu'on appelle le contrôle cognitif, le contrôle inhibiteur, qui est déficitaire, donc c'est purement cognitif, enfin purement neuropsychologique, et ça va faire ensuite qu'on va avoir des difficultés à réguler nos émotions, ou alors qu'elles vont partir très vite. D'accord. Donc finalement, je trouve que quand je fais des thérapies, mon côté neuropsy m'aide beaucoup avec le profil cognitif. Alors est-ce que tu peux simplement, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, qui ne se sont jamais intéressés, définir le mot cognitif? Le mot cognitif, c'est tout ce qui a rapport à notre cognition. Très bien, merci beaucoup. C'est-à-dire les grandes fonctions cérébrales, en fait. Ton cerveau, il fait plein de choses. Tout plein de choses. Il te permet de respirer, de marcher, mais aussi de réfléchir et de parler et d'évaluer les choses. Donc c'est ça, les fonctions cognitives, c'est toutes ces fonctions-là qui permettent d'interagir avec le monde. Et donc t'as le langage, t'as l'attention, t'as ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui permettent de t'adapter, de planifier les choses, d'être flexible. Le cognitif, c'est ça. Je voulais commencer par un challenge. Le challenge étant, peux-tu expliquer le concept du haut potentiel intellectuel en une phrase? Une phrase. Alors moi, je ne dis pas le haut potentiel intellectuel parce que ça voudrait dire que c'est une entité. Alors c'est pas une entité, ce sont des capacités cognitives qui sont plus grandes que la majorité des gens qui passent des tests. Donc on utilise des tests pour ça, des tests de QI ou des tests d'autres choses, et quand tu performes beaucoup mieux que les autres, tes performances sont meilleures et on peut t'appeler haut QI. La dénomination aujourd'hui, c'est haut potentiel intellectuel, mais je n'aime pas dire que c'est une entité, je n'aime pas dire le haut potentiel ou du haut potentiel ou quoi que ce soit, parce que ça laisse sous-entendre, surtout en France avec tout ce qu'on dit, ça laisse sous-entendre que c'est une intelligence différente, alors que c'est quelque chose de quantitatif, et une intelligence différente qui est associée à plein de caractéristiques émotionnelles, de personnalité, etc. Donc dans mes bilans, je dis que la personne possède de bonnes capacités intellectuelles, de bonnes capacités cognitives, de très hautes capacités cognitives, par exemple. En tout cas, je vais pas dire est au potentiel ou n'est pas au potentiel. Tu dis que ce sont des capacités cognitives supérieures à la moyenne. Mm-hmm. Est-ce que c'est un consensus chez les psychologues ou chez les scientifiques
Dans la recherche, oui, ça c'est un consensus. Après chez les psychologues, sûrement pas. On en voit justement dans les médias, dans les bouquins, que c'est pas forcément un consensus. La recherche, en tout cas, c'est ce qu'elle dit c'est comme ça que ça a été défini, en tout cas. Des capacités supérieures. D'accord. Et donc on parle souvent de on voit au niveau cérébral aussi. On parle souvent de ce fameux quotient intellectuel, évidemment, et du seuil de 130. Quelle est ta position? Ça dépend. Le seuil où tu le places. En fait, tu peux le placer où tu veux. Selon ton idéologie, tu la places où tu veux. Tu penses que c'est une question idéologique, pardon, ou voire même politique, si ça se trouve. En fait, à partir de combien estimes-tu que tu es grand? Ah, moi je suis petit, donc... À partir de combien estimes-tu que tu es petit? Exact, bonne question. À partir d'1m60. Et d'où tu tires cet étalon-là, en fait, ce seuil-là? Alors, sur le fait que la plupart des femmes sont plus grandes que moi. D'accord, je vais être plus grande que toi, alors. Non, mais tu vois l'idée, en fait, à partir de quand on dit est-ce qu'on est grand, en fait? Est-ce que c'est 1m70? Est-ce que c'est la même chose pour les garçons que pour les femmes? Est-ce que c'est 1m80? Et puis, si on dit que c'est 1m80, 1m79, t'es quoi? T'es pas grand? Non, mais je vois, parce que justement, moi, en fait, je suis très exactement 1m63, mais je pose donc la barre à 1m60, mais je me considère comme petit. Pour faire partie des grands. D'accord. Moi, je fais 1m71. Donc par rapport à plein de femmes, je suis grande, mais j'ai pas la taille mannequin, la taille en hauteur. Mais tu vois l'idée, c'est à partir de combien est-ce qu'on estime qu'on est grand? Est-ce que c'est un 70? Est-ce que c'est un 75? Est-ce que où tu places le seuil? Voilà. Et quand c'est posé à 130, c'est parce que c'est à 2 écarts-types au-dessus de la moyenne. Un écart-type, c'est 15 points. Donc QI. 2 écarts-types, ça fait 30 points de QI. L'écart-type, c'est la manière dont la distribution s'étale, en fait. C'est-à-dire, c'est des grands termes. Si on prend un étalonnage, des sujets pour un étalonnage, les personnes peuvent se regrouper toutes autour de quelque chose de très petit. Si par exemple tous les gens faisaient entre 1m55 et 1m65, tu auras une courbe très étroite, et la courbe en fait elle peut être beaucoup plus elle est en cloche, donc avec quelque part c'est infini, bon, peut-être pas pour la taille. Ça estime en fait la descente, en fait comment les personnes se distribuent et comment elles diminuent en fait. Est-ce que ça va faire un grand plateau ou est-ce que ça va descendre plus ou moins vite? Donc c'est ça. Un écart-type, c'est 15 points. C'était construit comme ça. La moyenne est à 100. C'est une construction. C'est-à-dire là où la majorité des gens performent, on dit par convention que c'est 100 et que l'écart-type est 15. Et puis on a décidé au-delà de 2 écarts-types. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que les déficients, c'était ceux qui étaient en dessous de 2 écarts-types. D'accord. Donc à 70. Okay. Donc on a décidé que c'était la même chose de l'autre côté. Voilà. Mais il y a des auteurs qui le prennent à 125, d'autres à 120. En fait, quand on dit surdoué, c'est sûr c'est pas au-delà de 100, parce que sinon il y aurait 50% de la population qui aurait au-delà de 100. D'accord. En fait, et donc on serait pas surdoué, il y aurait que des surdoués et que des sous-doués, dans ce cas, ça sera complètement binaire. Donc on a mis un seuil suffisamment haut pour que l'écart à la norme soit suffisamment grand et qu'on voit une différence dans les capacités. Tu vois, que les capacités soient suffisamment supérieures à la majorité des gens. Sinon, si c'est un tout petit peu, tu me parlais de 1m60 tout à l'heure, et 1m63, si on estimait dans je sais pas quel pays où les gens étaient plus petits, peut-être que la majorité des gens là-bas font 1m60, toi tu fais 1m63, tu pourras dire je suis un peu plus grand que eux, mais je suis pas très très grand par rapport à eux. C'est pour ça qu'on est toujours obligé de faire un étalonnage par rapport à la population, aussi par rapport à l'âge, par rapport à tout un tas d'autres choses, je suppose. L'étalonnage, ce sont des sujets qui servent d'étalons, en fait, et des sujets qui sont appariés, en fait, en âge, en genre, en capacités socio-professionnelles, rurales, urbains, voilà. Donc on essaye d'apparier, que les sujets de l'étalonnage soient appariés à la population générale, pour être représentatif. D'accord, mais sinon tu dis que l'intelligence c'est une continuité, c'est un continuum. C'est tout ce que montre
les sciences, enfin les recherches. De toute façon, c'est construit comme ça. De toute manière, c'est une construction comme ça. Dans les tests de QI, c'est fait comme ça. C'est une variable continue, c'est pas une variable catégorielle. Ça veut dire que c'est continu. Et le QI, les notes standards, c'est une relation d'ordre, une ordinale en fait. Sur les échelles de Wechsler, le plus élevé c'est 160. Alors qu'aux États-Unis, ils peuvent utiliser d'autres échelles qui vont plus loin, puisque l'écart type est plus large. Si t'as 160, on pourrait dire premier, en fait, si tu veux. Mais comme on va pas dire premier, deuxième, parce que c'est un mouchoir de poche, il y a une personne sur 1000, une personne sur 10 000, etc. Dans ce cas, on a donné une autre dénomination qui est 160, 150, 130, etc. Mais ce sont pas des points additionnés, en fait. C'est une relation d'ordre. C'est pour ça que je l'explique souvent avec le rang percentile, en disant, bah voilà, il y a tant de pourcentage de personnes qui réussissent moins que vous. Tu es aussi haut potentiel intellectuel. Comment tu te définis Est-ce que tu définis ça comme la douance, la zébritude, le haut potentiel intellectuel? Moi, je dis que je suis pas bête. C'est comme ça que je le dis. Peut-être, je sais pas, une immunité, parce que je vais pas dire, je suis intelligent, je dis, je suis pas bête. Quand il y a des gens qui me posent des questions, voilà, c'est ce que je dis, et puis, dans mon parcours, alors en primaire, j'étais tout le temps la première, j'avais pété le score des bons points, j'étais consciencieux, je travaillais, mais j'avais pas besoin vraiment de faire des efforts, c'était plus ma personnalité qui voulait bien travailler. Après, collège, lycée, c'était un peu plus une cata, parce que j'étais dans une institution élitiste chez les bonnes sœurs, avec que des filles qui avaient des cours particuliers. Moi, je venais de milieu populaire, donc ça a été beaucoup plus difficile avant de pouvoir m'éclater après en fac, où j'avais aussi de très bonnes notes. Alors, je peux pas passer les tests parce que je les connais, tu vois, parce que même quand il y a une nouvelle version, je sais ce qui est attendu, donc ce serait faussé. Mais ça change radicalement, je veux dire, d'une personne à l'autre ou d'un neuropsychologue à l'autre, ce que j'ai passé comme test. Le Weiss. Alors c'est le Weiss 4. Ouais. C'est complètement différent pour une autre personne, quand même pas. Bah non. D'accord. En tout cas, en France, on a l'habitude d'utiliser les mêmes tests, les échelles de Wechsler, pour les tout petits, pour les enfants et ensuite pour les adultes. Après, pour les enfants, on peut utiliser d'autres types de tests, parce que pour les adultes, il n'y en a pas vraiment beaucoup. On peut utiliser le KBC2 pour les enfants, on peut utiliser l'anémie 2. Là, il y a l'année dernière est sorti les matrices de Raven 2. C'est là-dessus que se sont basées les échelles de Wechsler pour faire les matrices. Donc les matrices, c'est l'épreuve de logique, de raisonnement hypothético-déductif, et t'as une suite, en tout cas, où sous forme de carré, tu cherches la proposition qui correspond. Donc les matrices de Raven étaient les plus connues, en tout cas, mais elles étaient vieilles, périmées au niveau des items, et puis au niveau de l'étalonnage, qui était très très ancien. Et l'année dernière, les matrices de Raven 2 sont sorties, avec un étalonnage européen. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Et puis des items très simples, des items très complexes pour mieux discriminer dans les hautes performances. Donc du coup, tu peux avoir ce test-là, mais ça restera un test de facteur G, de facteur général d'intelligence, donc de raisonnement, mais qui est pas une batterie de tests comme les échelles de Wechsler, où tu as plusieurs épreuves. Là, tu peux l'utiliser pour essayer d'avoir un point de vue global sur l'intelligence fluide. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est les capacités de raisonnement. Ok, d'accord. Les matrices de Raven 2, ça fait très titre de série de science-fiction. Nous, les neuropsy, on les connaît plus autant, parce que les Raven sont sortis il y a tellement longtemps, tu vois, donc on les connaît. Mais je les ai, les Raven 2, quand j'ai acheté, et je me suis un peu amusée avec. Ce que j'aime bien, c'était juste avant le premier confinement, et j'aime bien ce genre de casse-tête. Et j'ai plutôt très bien réussi. D'accord. Tu t'es auto-diagnostiqué. J'aime bien ça. Je me suis dit, tiens, un petit challenge, je reçois ça et je le fais, voilà. Alors, est-ce que ça permet de mettre tes patients en confiance? Est-ce que tu leur dis que tu es HPI? Comme je disais, moi, je dis, quand on me pose la question, je dis que je suis pas bête. Mais sinon, je vais pas mettre ça en avant. Je veux pas mettre en avant que j'ai des capacités cognitives, parce que je veux pas que ce soit un argument marketing. Je suis là pour faire mon boulot. Je veux pas que les gens viennent me voir parce que ils s'identifient à moi sur l'intelligence. Je fais un métier, je fais mon job de psychologue, et j'aide les personnes à se comprendre, et je veux pas que ce soit un argument marketing. Je veux pas
Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a tellement de coachs sur YouTube ou ailleurs qui mettent ça en avant en disant mais moi je suis HPI donc je peux vous comprendre, alors qu'ils sont aussi biaisés. Donc non, ça doit pas intervenir. Et même quand je vois sur le groupe des gens qui disent mais il faut choisir un psy qui soit HPI, non. Moi je veux qu'on vienne me voir parce que je suis compétente dans un domaine, parce que je réfléchis bien, parce que je tire derrière. On m'a dit une fois que j'étais un peu comme Sherlock Holmes. J'allais chercher derrière les fagots, tout ça. Je veux qu'on vienne me voir pour ça et pour avoir une qualité de travail, que parce qu'on dise elle va me comprendre puisqu'elle est intelligente en fait. Et c'est pas un critère de bonne qualité, de bonne compétence du praticien. C'est pas un critère. Avec tous les biais, c'est pas un critère. Ce podcast aborde le sujet du haut potentiel intellectuel avec un prisme sur les réseaux sociaux en particulier. Et dans les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Le fait non seulement d'être au potentiel intellectuel ou pas, mais aussi d'être auto-diagnostiqué ou de se penser tout simplement au potentiel intellectuel. À travers des caractéristiques émotionnelles, en fait. Les gens se reconnaissent à travers des caractéristiques émotionnelles. D'accord. Mais pas à travers des caractéristiques cognitives. De performance, pour ça, il faut faire les tests, tu vois, faut t'évaluer. Il y a des personnes qui se reconnaissent HPI parce que dans les caractéristiques émotionnelles, de comportement, tout ça, et qui passent le test et ont un résultat moyen, et finalement disent oui mais je suis HPI quand même parce que c'est ça, et le HPI c'est pas l'intelligence, le HPI c'est pas réussir les tests. Ça, c'est les hauts QI. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est la dissonance cognitive. C'est comment tu vas interpréter après comment tu vas faire en sorte dans ton cerveau, il va pouvoir faire cohabiter ces deux entités. Tu vois? C'est là où, au final, ils se définissent comme zèbres, parce que ça permet de ne pas plus parler de haut potentiel intellectuel. C'est ça. Et que ça permet d'englober tous ceux qui, justement, ont plus une pensée différente qu'une cognition différente. Ouais. Quand j'étais contacté pour faire cet entretien, tu m'as dit, mais quand est-ce qu'on va sortir de cette dichotomie? Être ou ne pas être HP? Être ou ne pas être HP, et puis haut potentiel intellectuel versus normopensant, on va dire. Est-ce que normopensant, d'ailleurs, est un terme adéquat? Il me dérange beaucoup, ce terme. Alors, d'une part, même si les capacités cognitives élevées sont avérées, d'accord, en gros, ça dit aux autres, c'est un peu prétentieux, tu vois. Alors bien qu'il y a des personnes qui l'utilisent, qui disent mais non, on dit pas que les autres sont cons, on dit juste qu'ils sont normaux. Ouais, normaux pensants. En plus, c'est pas penser, c'est à la rigueur normaux cognitifs ou j'en sais rien, mais pas normaux pensants. Vous pensez normalement, parce que généralement ces personnes-là, elles se disent penser différemment. Et donc, mais on sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. On sait pas à quoi il pense, ce qu'il pense ou quoi que ce soit. Du point de vue extérieur, on a l'impression qu'il pense différemment de nous. Mais on n'a pas sa phénoménologie, on ne sait pas. Et puis, donc, ça peut être avéré si t'as des compétences cognitives élevées. Et en même temps, il y a ce côté un peu de défense, tu vois. Et je l'ai vu sur le groupe Facebook où on se connaît, j'avais déjà fait une publication à ce sujet, je sais pas si t'étais là et tu t'en souviens. C'est très facile en fait, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, l'autre il est soit con, soit pervers narcissique, soit normopensant. En fait, c'est devenu une vanne, et si on n'est pas d'accord avec la personne, c'est forcément l'autre qui, là on parle de normopensant, qui est normopensant. Donc moi je me suis fait traiter de normopensant partout, et même sur ma chaîne YouTube, puisque j'avais un autre point de vue scientifique, et donc du coup on me sort mais vous êtes normopensant, vous n'avez pas d'intelligence émotionnelle, et tout plein de choses. Ce refus du débat, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi depuis plus d'1 an maintenant avec la pandémie, parce qu'il y a... Cette pandémie, elle a remis à sa place le scientifique, le médical, et aussi la manière dont les gens perçoivent le scientifique et le médical. On va se focaliser sur le scientifique.
Et ça a mené à des débats super passionnés, avec des idées complètement différentes, mais qui se revendiquent de la même manière. C'est-à-dire, on voit par exemple, pour simplifier, on voit bien que le professeur Raoult dit qu'il fait de la science, que ceux qui le contre ne font pas de la science. Il dit que les méta-analyses, c'est de la merde, par exemple, alors que ceux qui font de la méta-analyse disent que lui, ce qu'il fait, c'est pas la bonne méthode scientifique. Donc, on voit ce genre de débat-là aussi. Alors que j'ai vu partager récemment par un scientifique qui lisait un de ses anciens livres avant la pandémie, qui disait comme quoi il fallait être rigoureux dans la recherche, comme quoi il fallait faire d'abord ses hypothèses, il fallait pas manipuler les données, il fallait pas faire ci, il fallait que ce soit validé par les pairs. Et après, la pandémie arrive et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout l'inverse, en fait. Après, il est très bon dans la communication. C'est un bon politique, je pense. Ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu du haut potentiel intellectuel, et en me plongeant dans les débats qu'il y avait dans les réseaux sociaux et dans ce que je voyais, je suis vraiment retombé là-dedans, parce que moi, pendant un an, j'étais à fond dans ces débats-là sur la pandémie, et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est exactement la même chose. Et on voit aussi, en plus, chez les, entre guillemets, spécialistes, ou en tout cas les personnalités médiatiques qui entretiennent une certaine idée du haut potentiel intellectuel, enfin on retrouve tout ça en fait. Tout à fait, et j'en parlais là vendredi dans le live que j'ai fait sur Facebook. C'est très vague, enfin les termes utilisés sont tellement vagues que chacun y met ce qu'il entend en fait. Et tu parles de politique, mais quand tu écoutes les discours des politiques au moment des élections, les discours sont quasiment les mêmes. Ça parle de liberté, ça parle de termes comme ça, mais tout le monde dit ça en fait, et chacun dit ouais nous, mais en fait parce que chaque personne y met quelque chose qui lui est propre. C'est du Barnum politique. Et moi, quand j'entends d'autres psychologues médiatisés ou écrire des bouquins, etc., j'interroge chaque mot. C'est une seule manie que j'ai, ou sale ou pas ou bonne manie, mais j'interroge chaque mot. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Comment on l'évalue et de quelle manière, etc., etc. Et du coup, si les mots sont trop vagues, effectivement, ça peut devenir du Barnum. Chacun émet ce qu'il comment il l'interprète en fait, tu vois, et il construit autour. Et c'est pour ça d'ailleurs, sur une de mes vidéos sur le HPE, au potentiel émotionnel, donc je suis allée rechercher les définitions, donc des vidéastes. Donc il y avait Raymond Dazan qui définit d'une manière, il y avait après Siegfried Say de l'Université des hauts potentiels qui définit d'une autre manière, et tu avais encore Luc Martranchard qui est psychologue qui définit encore d'une autre manière. Et quand tu les vois sur les réseaux, la personne l'entend d'une autre manière, enfin encore à elle. Et en fait, on peut pas s'entendre si les mots sont pas définis, si tu mets ce que tu veux. Et en plus, sur cette question de HPE, sur les réseaux, les personnes, quand ils revendiquent leur HPE, c'est surtout des questions d'émotions très fortes, et difficilement aussi canalisables, et elles ont l'impression d'être empathiques, de ressentir ce que l'autre ressent. Moi, j'ai vu des personnes en consultation qui projetaient sur moi ce que je pouvais ressentir, que je ressentais pas, en fait, ou qui se faisaient des films. Donc, c'est pas vraiment dans ce cas de l'empathie, c'est souvent de la projection, ça peut être de la contagion émotionnelle, tu vois, comme quand t'es dans une foule, tu vas à un concert, toute la foule se lève ensemble, voilà, ça peut être ça, la contagion émotionnelle. Et puis, ça peut être aussi ce qu'on appelle un biais d'égocentrisme émotionnel, ça veut dire que tu projettes sur l'autre tes propres émotions, comment tu te sens, parce qu'il faut pouvoir inhiber ce qu'on ressent pour pouvoir aller vers l'autre. Et ça demande beaucoup de contrôle cognitif, exécutif, inhibiteur, comme je disais tout à l'heure, pour ça. Et donc ces personnes-là, qui se disent avec un HPE, ont souvent des problèmes d'émotion. Ils n'arrivent pas à la retenir, c'est cela ? Ouais. Ou alors qui montent trop fortement, et qui ont du mal à la réguler. Et donc, c'est pas la même chose que le quotient émotionnel, que les compétences émotionnelles, que l'intelligence émotionnelle, tout ça, c'est un peu synonyme, là, qui est un champ de domaine scientifique en psychologie, qui est composé de plusieurs compétences, et notamment de la compétence à savoir percevoir ses propres émotions, pouvoir les comprendre, à pouvoir les utiliser, et à les réguler. Donc, c'est un concept qui regroupe plusieurs choses. Et dedans, il y a notamment le fait de devoir réguler l'émotion. Et quand on dit HPE en parlant de fortes émotions et en même temps en disant
qu'on a des compétences émotionnelles, une intelligence émotionnelle élevée, ça va à l'inverse de la définition scientifique du terme. Je vois que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'internautes qui disent « J'ai passé le test HPE avec ma psychologue m'a fait passer le test HPE. » On voit pas mon visage, mais là j'hallucine en fait. Moi je demande c'est quoi comme test. Quand on prend Luc Martranchard qui dit faire des tests HPE, en fait moi j'ai déjà vu des comptes rendus venant de lui. Normalement, quand tu fais un bilan, quand t'es un psychologue sérieux, tu dis le test que t'as utilisé. Donc là, il dit Vice pour le test. Mais pour le reste, c'est rien. C'est mesure de l'intelligence émotionnelle, mesure de ci, on a l'impression que ce sont ces questionnaires. Mais ce sont peut-être des psychologues qui sont dans ces mythes, tu vois. Il y a plein de psychologues qui croient aussi à ça. Qui sont dans les mythes, qui se reconnaissent là-dedans. Et qui vont pas aller au-delà. Qui vont pas se poser des questions. Qui ont, je vais parler dans le live du besoin de fermeture cognitive. C'est-à-dire un besoin que les choses soient fermes et définitives, qu'il y ait des réponses aux questions et qu'il y ait aucune ambiguïté. Donc ces personnes-là, elles vont hop, il y a telle idée, ah oui, ça me correspond, et fait non, mais puis je la lâche pas et je tiens jusqu'au bout. Que ce soit des patients ou des psychologues. Tu constates qu'en fait, ils se trompent de comportement ou au contraire, ils sont dans un comportement inverse. Au début, quand j'ai commencé, que je recevais ce type de personnes, enfin cette problématique-là, j'étais aussi dans les mythes. En fait, j'y croyais parce que j'avais lu quelques bouquins. Je disais effectivement, c'est moi. Je me reconnaissais. Et puis, en recevant des personnes, je pouvais expliquer en fait leurs difficultés sociales, plein de difficultés, et qui n'avaient pas forcément à voir avec l'intelligence. Et justement, je me disais, mais évidemment qu'on a que si on se comporte comme ça, c'est évident que ça va pas être facile tous les jours. En fait. Et des personnes qui disaient avoir telle ou telle valeur, être comme ci, être comme ça, et qui, dans les faits, ne se comportaient pas comme ça. Et on le voit encore sur les réseaux. Moi, je suis étonnée, je devrais plus être étonnée, mais je suis encore devant l'agressivité de certaines personnes sur les réseaux, qui presque, heureusement c'est par écrit, parce que sinon on pourrait entendre qu'elles crient, ces personnes-là. Et ce sont les mêmes personnes qui se disent empathes aussi, souvent. C'est ça. Donc, se disent empathiques et se disent plein de choses, mais du coup, qui sont, excusez-moi pour ces personnes-là, mais à côté de la plaque, en fait. Et c'est là la dangerosité des mythes autour de l'intelligence, en tout cas élevée, pas dire le HPE, comme je dis que je voulais pas le HPE, c'est que les personnes se pensent extra-lucides, les personnes pensent que tout ce qui leur passe par la tête est exact, puisque oui, c'est ça, l'intelligence, je ne se fâche un lundi, qu'on était sensible au moindre murmure du monde, donc on est capable d'entendre encore un terme très vague, tu vois, où chacun y met ce qu'il veut. Du coup, ces personnes-là croient encore plus fortement en leur pensée, mais qui peut être complètement biaisée, donc ça accentue leurs difficultés. On arrive à être une prophétie autoréalisatrice. Comme on dit dans certaines thérapies systémiques et stratégiques, on parle de prophétie autoréalisatrice. Et si tu continues à agir comme ça, forcément après tu vas te sentir seul, tu vas te sentir incompris. Oui, c'est d'une logique implacable en fait. C'est un cercle vicieux en quelque sorte. Bien sûr. Donc en fait, moi je prône un doute sain. Ok, j'allais dire scepticisme, mais parfois on dit oui, mais si les complotistes vont dire qu'ils sont sceptiques, mais alors c'est pas douter de tout pour rien, mais avoir un doute, ça. Exactement, c'est la même chose que pour les scientifiques. Les mêmes mots sont utilisés par tout le monde, c'est impressionnant. Mais on a vu ça avec Trump pendant 4 ans aussi, c'est pareil. Mais c'est ça. Donc je fais attention à mes termes. Mais tu vois, tu doutes sainement, c'est-à-dire pas trop, ni pas. Il y a des choses que tu prends parce que t'as un expert et tu dis celui-là je décide qu'il est un expert, je comprends pas tout, mais je suis obligée de lui faire confiance parce que tu peux pas être spécialiste de tout dans la vie, c'est pas possible. Et puis et parfois quand tu doutes trop, tu peux douter trop de toi et tu manquer de confiance en toi et te flageller. Alors je ne parle pas de ça aussi, je parle pas de l'autoflagellation bien évidemment, mais de se poser, se détacher un peu de ses pensées et puis être dans ce que dit Elisabeth Fetty avec son podcast Méta de choc, c'est dans la métacognition. Pourquoi on pense qu'on pense, en fait. D'où viennent mes pensées, et ça, c'est primordial. Et quand je réfléchis, moi,
au fonctionnement d'une personne, à des concepts d'hypersensibilité, de HPE ou d'autres choses, et ben je réfléchis sur du contenu, je réfléchis pas, c'est pas émotionnel, tu vois, il y a pas d'enjeu dedans, je réfléchis sur des choses neutres pour moi. Je veux pas me reconnaître dedans, je veux pas perdre mon estime de moi si quelque chose bouge dans ce concept-là. Au contraire, je veux le décortiquer encore plus loin pour mieux le comprendre et pour mieux le manipuler après, tu vois, avec les paramètres en thérapie par exemple, tu vois, manipuler des petites choses. Dans ma tête, je me dis que tout psychologue ou tout spécialiste fait la même chose, mais peut-être pas, j'en sais rien. Bon, là, on est en train de faire péter complètement le canevas de questions, mais c'est pas grave. Ouais. Depuis ton live, la question qui me trotte dans la tête, j'avais un peu ça en tête au moment où j'étais contacté pour cet entretien, parce que je voulais que ça soit le premier épisode de ma série de podcasts. En fait, ce que je voulais, c'est passer au next level, au niveau d'après, dans toutes ces discussions que je voyais sur les réseaux sociaux et que je voyais tourner en rond, en fait. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça a des conséquences directes tout de même sur la santé de ceux qui croient à ces mythes, ces légendes, ces idées reçues sur le haut potentiel intellectuel ou sur le haut potentiel émotionnel. Ça a des conséquences directes parce que ça les enferme dans un schéma au final. Comment ça se fait que c'est pas assez mis en avant, médiatiquement parlant? Médiatiquement parlant, tu vois, quand je vois tous les documentaires, ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'elles ont toujours des difficultés, que l'étudiante, elle a été diagnostiquée très tôt et qu'elle a toujours du mal, etc. Et dans la manière dont les documentaires sont faits, le discours, c'est vous avez vu, c'est ça être HPI, c'est ça être zèbre. En fait, on souffre quand on est zèbre. Il n'y a aucune remise en question, donc ni des journalistes, ni des personnes elles-mêmes, parce que c'est donné comme ça pour acquis. Et il faut pouvoir se détacher de ça et se dire que ce sont des mythes. Les gens vont chez les psychologues parce que ces gens-là vont pas bien. Quand je vais chez un dentiste, dans la salle d'attente, quand il y avait des salles d'attente, généralement les gens ont mal aux dents. Il y en a qui peuvent venir faire un check-up, voilà. Mais quand je vais chez le dentiste ou chez le médecin, les gens ils sont pas en forme. Et je vais pas dire que ça représente tous les gens, en fait. Ça serait complètement biaisé. Donc c'est normal que que les psychologues voient des surdoués qui ne vont pas bien. Tu peux pas en induire aussi généralisé à toute la population. Et en fait, on connaît même des personnes qui sont dedans, qui vont pas bien, se disent oui, mais moi j'en ai rencontré d'autres des comme ça. Mais oui, mais pourquoi elles ont rencontré ces autres personnes? Parce que elles sont allées sur un groupe Facebook, sur les réseaux sociaux, elles ont participé à plein de choses qui ont fait qu'elles ont rencontré que ces personnes-là. Et quand aussi, ça j'en ai parlé dans le live, quand Jeanne Sofachin dit mais non, ce ne sont pas des personnes consultantes, ce sont des personnes tout venant en parlant des parents, des enfants, non, les parents ne sont pas, les parents d'enfants qui ont des difficultés émotionnelles ne sont pas des parents tout venant aussi. Ce sont des parents qui, si leurs enfants ont des difficultés de régulation émotionnelle, il peut y avoir un aspect génétique, par exemple pour le TDAH, on a parlé au tout début, mais il peut y avoir aussi au niveau de l'éducation, au niveau de la façon dont les parents régulent leurs propres émotions. Non, les parents ne sont pas, les parents d'enfants qui consultent ne sont pas des parents tout venants, une population tout venante. Et en fait, il faut vraiment prendre beaucoup de recul et analyser des données sur des échantillons très 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 grands, des cohortes très grandes. Donc il y a un article qui est sorti il y a un mois sur, je crois, 50 000 sujets tout venant. On a évalué l'intelligence de ces personnes et suivi en fait la scolarité et puis après sur la vie. Et ces personnes-là vont mieux. Elles ont peut-être il y en a un qui a consulté un psy ou deux, etc. Mais quand on prend du recul et quand on prend une plus grosse cohorte avec des personnes qui ne consultent pas, ces personnes, elles vont beaucoup mieux. Quand tu te focalises, tu zoomes uniquement sur une petite chose, tu vois pas tout le reste qu'il y a autour. C'est pas logique, c'est pas honnête pour moi de tirer une conclusion sur juste ce que t'as zoomé en fait. Et dans les médias, dans les documentaires, tout ça, tu vois ça, et le discours c'est vous voyez, la personne là va mal, c'est parce que elle est au potentiel, elle est zèbre, etc. Pas forcément.
On voit 50 000, bon, je suis Marseillais à la base, on voit 50 000 vidéos, il y en a peut-être plus qui racontent des effets Barnum, des fake news et tout ça sur le haut potentiel intellectuel, alors que on voit très peu et de psychologues et de chercheurs en ligne qui font le débunkage. Ça a souvent été dit, ça, que les chercheurs, en fait, ceux qui s'y connaissent le mieux, les experts, ils sont pas présents, en fait, dans les médias. Et en même temps, quand tu dis que les choses sont nuancées, dans les médias, on t'écoute pas, parce que il faut que ce soit blanc ou noir, en fait, dans les médias. Alors, ta phrase, c'est si c'est sexy, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Ouais. On en parlait de ça sur le groupe Facebook. Oui, voilà. Parce qu'on s'y perd dans tous ces spécialistes. Tu me disais, mince, je me suis fait avoir, alors comment peut-on savoir? Mais c'est une vraie bonne question, en fait. C'est comme pareil dans la pseudoscience, dans la médecine et tout ça, c'est pareil. Moi, je sais que ça tient pas la route parce que je suis hyper pointue, je suis dans la science, je m'interroge et je décrypte chaque chose et je vois les failles, en fait, des choses. Mais quelqu'un comme toi qui n'a pas mes connaissances, tu peux pas savoir. Te paraît bien l'idée, tu fais voilà, bingo. Qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui disent que la science ne sait pas tout, qu'elle peut pas tout expliquer? Qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, qui sont prouvées maintenant, mais alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, et qui accusent les gens qui mettent la science en avant, et les études, et qui disent, vous voyez, les études montrent que ça ne se passe pas de cette manière-là, ils t'accusent d'être dans le dogme. Le dogme. Se demander qui c'est qui est dans le dogme, pour le coup. Le fait que la science ne sait pas tout, ça c'est une punchline qui est très souvent employée, en fait, dans le monde du HPI, dans les complotistes, dans l'ésotérisme, dans partout, en fait. C'est utilisé comme ça, la science ne sait pas tout, mais la science... Dans les pseudosciences. Ouais, en gros, dans les pseudosciences. Mais la science, elle sait quand même, selon moi, pas mal de choses, en fait. Même si elle sait pas expliquer tous les paramètres, parce que pour une personne, il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour expliquer le comportement, même des paramètres complètement aléatoires, qu'on peut pas déterminer entièrement, et peut-être heureusement, sinon presque on pourrait programmer, presque on pourrait prédire, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours du bruit, on appelle ça un peu du bruit, entre le signal fond, tout ça. Mais la science, elle explique quand même pas mal de choses. Je suis en train de réfléchir pour un sujet de thèse. Je vais essayer de faire ça en septembre. Le truc, c'est qu'il faut, dans une thèse, dans une recherche, il faut s'attacher sur un ou deux paramètres, en fait, tu vois. Parce que pour étudier le rôle d'un ou deux paramètres, il faut vraiment que tu focalises dessus pour voir comment ce paramètre intervient. C'est un peu comme quand tu fais la cuisine, si tu te focalises que sur le sel, et tu vois la variabilité du sel, qu'est-ce que ça peut faire dans le plat. Puis après, une fois que tu as trouvé la bonne quantité de sel, tu vas pouvoir voir sur autre chose, en fait, sur la quantité de sauce tomate, ou que sais-je encore, voilà. Donc c'est comme ça, la recherche évolue comme ça, en voyant des paramètres par paramètre. Mais du coup, on n'a pas eu le temps de tout évaluer. Donc, on focalise sur des petites choses, mais il y a tellement de paramètres en ligne de compte qu'on peut pas expliquer le comportement d'une personne en entier. Et moi, j'estime qu'on a déjà pas mal de choses dans les recherches pour expliquer pas mal de comportements. Si une personne, elle dit ça, oui, mais la science ne sait pas tout, qu'elle vienne me voir. Et là, je suis un peu overbookée. Mais c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Je dis pas ça pour m'attirer du monde. Les gens ont une idée de la science, justement. Ils pensent que la science est toujours là en train de dire la science a raison, la science a raison, la science a raison. Mais c'est pas comme ça que la science avance et les gens ne le comprennent pas. La science, elle doute. En fait, la science, elle émet... et d'ailleurs, je conseille... les conférences d'Étienne Klein, je sais pas si t'en as déjà vu. Effectivement, je le connais parce qu'il a une émission sur France Culture que j'écoute de temps en temps, vraiment de temps en temps. Et je suis tombé tout récemment sur une intervention qu'il a fait dans la matinée de France Culture il y a 3 jours, qui était super intéressante, où justement il parlait de ces problèmes de science et de position des gens vis-à-vis de la science. Ouais, c'est ça. Regarde sur YouTube, il y a plein de conférences. Il fait plein de conférences, il est passionnant. Ça dure 2 heures, mais il est passionnant. Je le mettrai en accéléré, c'est pas grave. En plus, il parle lentement. Je parle d'Étienne Klein parce que il explique bien pourquoi est-ce que certaines personnes rejettent la science. Enfin, la confusion que l'on fait sur la notion de science. La science, c'est pas un grand Manitou. C'est pas Géo trouve tout. C'est pas non plus des connaissances absolues. Il y a, comme je vais me baser sur ce que dit Étienne Klein, il y a les connaissances scientifiques, c'est-à-dire les connaissances sur lesquelles on peut se poser. Lui, il utilisait la Terre est ronde.
même si c'est remis en cause, mais ce sont des connaissances scientifiques. Et puis aussi, il y a la recherche. Les chercheurs font des hypothèses sur comment fonctionne le monde. Tout à l'heure, je parlais des paramètres, des variables, un ou deux paramètres. Donc, on fait des hypothèses sur comment fonctionne le monde, comment fonctionne une personne. Voilà, on fait des hypothèses qu'on va ensuite tester avec un protocole rigoureux, et ensuite on va faire des statistiques pour voir si ça équivaut à la chance, si ce qu'on observe équivaut à la chance, ou équivaut à notre paramètre, ou à d'autres paramètres, ou pas, tu vois. Donc, la recherche scientifique, en tout cas, fait ça. Donc, quand on dit que la science est dogmatique, c'est incompréhensible pour moi, parce que la science, en tout cas la recherche scientifique, fait des hypothèses, elle les teste, et elle vérifie si les résultats valident ou infirme l'hypothèse. Et quand tu te bases sur tes sens en disant mais moi je le sais, la personne qui dit mais moi je le sais, je suis HPE, etc., elle se base sur sa propre représentation d'un concept dont on ne sait pas en fait, dont on ne sait pas quels paramètres on peut évaluer. Sur YouTube... qui n'a jamais été étudié donc précisément. Ben non, mais c'est pas défini concrètement, en fait, tu vois, déjà, à la base. Donc, et ça a été une prise de tête sur YouTube aussi avec quelqu'un qui me disait, oui, les HPE ont plus d'intuition. Je fais, ok, définissez-moi l'intuition. Elle est partie dans un truc, je fais, non, vous m'avez pas défini l'intuition. Comment on la mesure? C'est ça, quand on dit intuition, qu'est-ce que l'intuition? Comment est-ce que tu la mesures? À partir de quand on peut dire que, comme tout à l'heure pour la taille, à partir de quand on est grand? À partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on a plus d'intuition? Tu vois, donc c'est ça, en recherche scientifique, c'est ce qu'on fait. Enfin, on pose des hypothèses par rapport à un terme, par rapport à un concept, par rapport à une variable, un paramètre, etc. On la teste d'une certaine manière. Alors après, il y a plusieurs recherches qui testent la même chose, mais avec des moyens de la tester différents. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte dans les méta-analyses. Et puis, par exemple, quand tu mesures l'anxiété, t'as plein de manières de mesurer l'anxiété. T'as plusieurs questionnaires, donc avec questionnaire A, B et C. T'as aussi des manières de la mesurer avec tu vois, tu mets un capteur sur le doigt, tu mets aussi sur écoute ton cœur, donc t'as ça, comment mesurer aussi. Et puis après, bah tu vois les stats que ça fait. Tu peux te dire aussi, ah bah oui, mon échantillon était trop petit, il était pas représentatif, il était comme ça. Et après, parce que c'est surtout les étudiants en psycho qui sont qui servent de sujet. Après, on se dit, mais il faut aussi l'étendre maintenant. On a vu ça chez les étudiants, maintenant il faut l'étendre à d'autres sujets. Et comme les étudiants, ils sont déjà sur place, et puis ça fait partie des crédits, en fait, pour avoir le diplôme. Donc c'est facile. Donc il faut tester à plus grand nombre, il faut généraliser. Donc c'est ça, en fait, la recherche. Et quand on se dit, moi je suis HPE parce que je le sais, parce que je le vis, eh ben du coup, il n'y a pas cette démarche rigoureuse. C'est en gros, bah je le sais, j'ai eu l'intuition que, c'est comme, j'ai l'intuition, en fait, que je suis super intelligente. Je le sais pas, j'ai raté mon test, ou je le sais pas, mais de toute façon, je le sais au fond de moi. Enfin, c'est pas très honnête, tu vois. Donc, c'est pas vouloir se confronter à la réalité ou... Où est le dogme? Qui est dans le dogme? Parce qu'au final, on s'aperçoit que ce dont tu parles, c'est de quelque chose qui évolue tout le temps, puisque je suppose que les manières de mesurer l'anxiété maintenant ne sont pas les mêmes que celles d'il y a 100 ans. Je suppose. Mais maintenant, on utilise les neurosciences aussi, les IRM, enfin... Oui, voilà. Oui. Donc ça avance tout le temps et ça permet d'affiner les trucs. Alors qu'au final, quand on utilise par exemple le terme d'énergie dans la médecine, je ne sais laquelle, qui est utilisé de la même manière depuis des siècles et des siècles sans jamais avoir été prouvé d'une existence d'une énergie qui circulerait dans le corps, là on est dans le dogme, puisqu'on dit ça existe, c'est comme ça, et c'est à partir de là qu'on va te soigner. C'est ça. J'ai fait du tai chi pendant 4-5 ans, là, jusqu'au premier confinement. J'avais des problèmes douleurs chroniques, donc ça me fait du bien sur comment tenir mon corps, enfin au niveau très mécanique, en fait, voilà. Mon prof, que j'aime beaucoup, mais qui est à fond là-dedans dans l'ésotérisme New Age, il parlait tout le temps d'énergie. Puis à chaque fois, je disais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? Parler de niveau de conscience, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que c'était pas, je voyais bien qu'on parlait pas de la même chose, en fait. Oui. Alors que pour eux, c'est tangible. Et non seulement c'est tangible, mais en plus, ça se récuse pas. Non, c'est ça. C'est jamais remettre en cause les termes. Je trouve ça incroyable que ce sont les mêmes personnes qui accusent la science d'être dans le dogme, en fait. Voilà. Et c'est ça. Et en plus, parfois, pendant le cours, il vient voir le prof, les personnes, et puis il fait un peu avec l'énergie, tu sais, il met tes mains au-dessus, il fait des choses comme ça au-dessus de la tête. Et puis, au début, je me disais, ah ouais, je sens quelque chose.
Puis après, je me suis dit, testons, parce que je sais comment l'esprit fonctionne, tu vois. Je me suis dit, attends, je ferme les yeux et je vais essayer de deviner où c'est qu'il est en train de passer, en fait. Je dis, oui, là, je sens quelque chose de ce côté-là. J'ouvre les yeux, t'es pas là du tout, en fait. Il y a eu des expériences comme ça. Il y a eu des expériences exprès sur ça. Il y a l'Observatoire zététique qui fait ça, ouais. Ouais, c'est super aléatoire, en fait, donc... Oui, mais c'est ça. Et bon, du coup, moi, j'ai testé avec moi-même, tu vois. Si je voulais y croire, en fait, si j'avais ce raisonnement motivé en me disant, oui, l'énergie existe, je le sais parce que je le sens, parce que je le ressens, parce que c'est souvent ça qui dit, je le ressens, donc ça existe. Mais notre tête, elle nous fait ressentir des choses qui peuvent exister, du coup, parce qu'elle crée la chose. Comme je veux pas me mentir, donc j'ai testé, j'ai dit bon, je ferme les yeux et je regarde ce qui se passe. Je dis oui, c'est là, j'ouvre les yeux, non, c'est pas là. Mais j'ai retesté plein de fois et je me plantais, tu vois. Donc c'est là où j'ai dit non, bon, ok, en fait, on est en train notre tête nous ment, en fait, elle fait en sorte. Et pourtant, mon prof disait que j'avais un bon niveau de conscience élevé, etc., que j'étais plein de trucs. Et puis, au début, oui, je le sens. Si j'ai les yeux ouverts, je le sens. Mais en fait, il y a le principe que la main, elle s'approche de ton bras, par exemple, donc tu sens la chaleur. C'est comme dans le Reiki, tu vois, c'est juste la chaleur de la main de l'autre que tu sens. La dépense calorifique, voilà, c'est tout à fait explicable par la science, pour le coup. Donc, il y a des choses que je sentais. Et j'étais censée être quelqu'un d'élevé. Il y a un bon épisode du podcast Méta de Choc, plusieurs épisodes, parce que chaque fois elle fait plusieurs épisodes sur chaque sujet. Je crois que c'est précisément le sujet, c'est le Reiki. Il y a eu Maud, et puis il y a aussi Albert Moukébert qui a fait Émotion et Rationalité. Lui, Albert Moukébert, qui est un psychologue scientifique, qui est vulgarisateur aussi, qui intervient, qui parle des biais cognitifs aussi. Et il disait qu'au début, lui, il s'était formé au Reiki avant tout ça, en fait. Et puis oui, il était dans la déduction aussi. Et pareil, il y a un autre épisode sur la voyance, quelqu'un qui est sorti de la voyance, qui est très instructif parce qu'il disait que inconsciemment, il se basait c'était du raisonnement qu'il faisait pour déduire ce qui se passait chez les gens. Oui, c'est de la déduction logique, en fait. Même parfois inconsciente, mais c'est de la déduction. Oui, mais alors est-ce qu'on peut imaginer, pour revenir au HPI, moi, ce que je comprends, dans ma définition à moi, si on juge ce qui a été, entre guillemets, révélé par les neurosciences, c'est donc cela, une certaine rapidité, une multiplicité des connexions, c'est ça? Tu parles d'une autoroute. Il y a une rapidité dans la vitesse, parce que dans les podcasts Méta de Choc, j'avais dit une rapidité dans le traitement de l'information. Je vais un peu changer de terme. Je dirais aujourd'hui une vitesse dans la transmission de l'information. C'est-à-dire quand il parle d'un neurone, en fait, d'un bout à l'autre du neurone, en fait, c'est plus rapide à transmettre, mais l'information, elle peut être fausse, en fait, tu vois. Parce que on a qui pensent que comme ils sont HPI, l'information est souvent juste, enfin tout le temps juste. C'est pour ça aussi. Il y a ça, tu peux avoir de meilleurs échanges justement entre les neurones, au niveau des propriétés de la synapse, c'est ce qui se passe entre deux neurones en fait. Tu peux avoir une augmentation de la connexion aussi entre les neurones, donc plus de synapses, mais ça dépend aussi de ce que t'en fais. Et voilà, ça c'est du suspense. Qu'en fera-t-il ce cerveau de sa connectivité augmentée ? Eh bien, vous le saurez lors du prochain épisode, mercredi prochain, où moultes autres choses seront mises sur le tapis. Normalement, ce podcast devrait apparaître sur la plupart des plateformes, même si ça prend un peu de temps, et n'hésitez pas à partager et à vous abonner afin d'être notifié des prochaines sorties. Take care, à très bientôt. Intensément, c'est le podcast Divergent.